Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver en cette période de déconfinement et estivale, puisqu'il fait beau un peu partout. Moi, je suis donc membre d'Optime Réseau depuis quelque temps. J'anime un groupe à Madeleine. On se réunit les mercredis en fin de journée à 18h15. Et voilà, et donc on est maintenant en virtuel. Donc, ça fait 3 4 ans que je travaille sur LinkedIn et j'ai développé une activité de prospection commerciale digitale sur LinkedIn, vraiment axée d'abord sur LinkedIn et maintenant de plus en plus aussi sur email. Et donc, à ce titre, je délivre aussi des formations et je fais des campagnes de prospection pour mes clients. Donc, je prends leur compte LinkedIn en main et je l'utilise pour déclencher des rendez-vous téléphoniques entre eux et leurs prospects. Alors, rapidement, je vais faire une partie théorique assez très rapide, hein, et après on ira tout de suite dans la pratique. Pourquoi est-ce qu'on parle de LinkedIn pour bien poser les bases? D'abord parce que c'est le réseau B2B le plus efficace et le plus déployé dans le monde. À une époque, on avait un acteur français, mais qui aujourd'hui est cantonné à du recrutement. Donc ça marche en province, mais que pour du recrutement, pas du tout pour du business B2B d'indépendants que nous sommes. C'est plus efficace que Facebook, qui est beaucoup plus B2C, et Twitter, qui est plutôt pour rentrer en contact avec des journalistes. Ensuite, c'est 650 millions de membres, dont 16 millions en France, 25 en Angleterre et 12 en Allemagne ou en Italie. Sachant qu'en Allemagne, il y a un autre réseau qui s'appelle Xing, qui fait la même chose et qui est très populaire dans les pays germanophones. Voilà. Ce qu'il faut savoir quand même sur LinkedIn aussi, parce que souvent on entend que LinkedIn est beaucoup moins actif que Facebook, parce que les gens se connectent sur leur profil Facebook tous les jours, sont connectés en permanence, et ils le sont beaucoup moins sur LinkedIn. Mais cela dit, ces derniers temps, et je pense que le Covid va aussi participer à faire augmenter ces statistiques, qui sont, ce que je vous montre là, c'est pré-Covid, mais on avait déjà quand même 50% des gens qui étaient actifs tous les mois, et 20% des gens qui se connectent tous les jours sur leur profil. Donc ça veut dire que les gens qui sont sur LinkedIn, ils voient de plus en plus d'intérêt et s'y connectent de façon de plus en plus régulière. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt à y être et à y être régulièrement. Alors ensuite, euh, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'être sur LinkedIn, et notamment en commençant par avoir un profil optimisé? C'est déjà pour recevoir des sollicitations, pour être trouvé par des gens qui cherchent des compétences comme les nôtres, pour faire du personal branding, donc pour améliorer et participer à la qualité de notre image vis-à-vis de notre environnement. Là, récemment, j'ai été sollicité par un client, enfin par un prospect à qui ses clients ont dit qu'est-ce que tu fous, t'es pas sur LinkedIn. Donc du coup, d'un seul coup, il s'est dit bon, il faudrait que je fasse du personal branding, alors que jusque-là, il s'en était pas soucié parce qu'il n'en avait pas besoin pour son business. Mais c'est ses propres clients qui lui ont fait la remarque que ça serait bien quand même qu'il soit actif sur LinkedIn. C'est un bon endroit pour identifier ses contacts pertinents et ses prospects, et c'est un bon endroit pour élargir son réseau. La plupart d'entre nous qui sommes aujourd'hui dans le webinaire, on est membre d'Optime Réseau, qui est un réseau physique, mais aujourd'hui, c'est incontournable d'être aussi sur les réseaux virtuels que sont notamment LinkedIn. Alors ensuite, si on rentre plus concrètement dans comment est-ce qu'on peut faire la prospection sur LinkedIn et notamment de quoi on a besoin pour faire de la prospection sur LinkedIn, il y a 5 piliers principaux. Le premier, c'est la base, mais il ne faut pas passer à côté parce qu'on aurait tendance parfois à aller un peu vite en besogne et se dire que le profil, c'est pas très important. Mais en fait, c'est quand même la base. C'est-à-dire que quand on va démarcher des contacts pour essayer d'avoir des rendez-vous téléphoniques avec eux, si on n'a pas un profil de bonne qualité, ben, ça va pas aider, ça va vraiment pas aider. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir bien utiliser le moteur de recherche sur LinkedIn. Ça, je vous montrerai comment le faire. C'est pas très difficile, mais bon, il y a quelques petites subtilités à connaître. Ensuite, il faut contacter les gens avec des messages qui sont engageants, qui leur donnent envie de vous répondre. Donc, c'est un peu comme quand vous rentrez en contact avec quelqu'un. Les premiers mots, les premiers gestes ont beaucoup d'importance et la mise en relation est donc primordiale. Ensuite, idéalement, il faut publier régulièrement sur son profil. Alors ça, on ne le fait pas. Enfin, moi-même, je suis le premier à ne pas publier grand-chose, mais je vais m'y mettre parce que ça devient quand même, là encore, avant, il fallait avoir un site web. Après, on nous a dit qu'il faut avoir un blog et il faut raconter des choses sur son blog régulièrement pour que le site web soit visible par Google. Eh ben, c'est la même logique sur LinkedIn. C'est bien d'avoir un bon profil,
mais c'est encore mieux de communiquer régulièrement. Ça va augmenter les chances que des gens rencontrent notre profil. Et quand ils y arrivent sur notre profil, ça va augmenter la crédibilité qu'on va avoir parce qu'ils verront que les gens, les gens verront qu'on est actif et que donc on fait vraiment des choses. Et enfin, le dernier pan, j'ai envie de dire, d'une bonne prospection sur LinkedIn, c'est l'automatisation. Parce que même si ce n'est pas encouragé par LinkedIn, même au contraire, aujourd'hui, je trouve absurde de passer du temps à faire des tâches manuelles, enfin des tâches, oui, manuelles qu'on pourrait automatiser parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas besoin d'être faites à la main. Alors, ensuite, rentrons dans le détail. Qu'est-ce qu'un bon profil? D'abord, c'est un profil qui est visible, c'est-à-dire qu'il y a un profil qui utilise les mots-clés. Parce que vous le savez certainement, quand vous avez fait votre site web, on vous a dit certainement, pour faire du référencement naturel et avoir une chance d'être vu par Google, il faut utiliser les bons mots-clés. Et quand on publie du contenu, pareil, il faut utiliser les bons mots-clés. Et bien sur LinkedIn, c'est la même chose. Il faut utiliser les mots-clés de votre industrie et les mots-clés que vos prospects vont utiliser quand ils vont chercher des gens comme vous. Donc, il faut référencer tous les mots-clés qu'on utilise dans votre métier et qui sont utiles dans votre métier, et il faut bien les utiliser dans votre profil. Ensuite, il y a la taille de votre réseau qui importe. Si vous avez que 30 membres dans votre réseau, et j'y reviendrai un peu plus tard sur les réseaux de niveau 1, niveau 2, niveau 3, si vous avez peu de membres de premier niveau, ben, vous serez peu visible et pour le démarchage, ça va être plus compliqué. Et enfin, il faut avoir un statut d'expert absolu. Donc ça, c'est LinkedIn qui vous l'indique. C'est-à-dire qu'il faut avoir rempli un maximum, enfin, il y a un minimum de rubriques qu'il faut avoir remplies dans son profil pour avoir le statut d'expert absolu. Et donc, de la même façon, ensuite, pour être visible et pour que les contenus que vous allez publier soient visibles sur LinkedIn, il faut avoir ce statut d'expert absolu. Ensuite, le profil, ça sert à quoi? Ça sert à être crédible avec la forme. Et la forme, ça commence par la photo, on va y revenir, les éléments multimédia, des textes aérés. Le fond, c'est la qualité de la rédaction, de faire attention aux fautes d'orthographe ou de grammaire qui ne sont jamais bonnes pour l'image. Et enfin, des recommandations qui vont nous permettre de crédibiliser, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale, c'est-à-dire des gens qui disent du bien de vous, que ce soit des clients, que ce soit des partenaires, que ce soit des anciens supérieurs hiérarchiques si vous avez bossé dans des boîtes, c'est bien d'avoir des gens qui disent du bien de vous. Et enfin, pour être irrésistible, eh ben, il faut s'appuyer sur les bases de son profil. Et je reviendrai, je vous montrerai le profil. D'abord, la photo, comme je vous le disais, on n'a pas deux fois l'opportunité de faire bonne impression. Et on se fait tous une idée d'une personne en la rencontrant dans les premiers dixièmes de seconde où on rencontre une personne. Donc, la photo, c'est vraiment capital. Le titre professionnel, c'est son slogan publicitaire personnel. Et enfin, le résumé du profil, c'est le 4e de couverture de votre biographie professionnelle. Je vous montrerai ensuite les différentes dans les rubriques sur un profil. Alors ensuite, la photo, on va y revenir, mais c'est passé par un photographe. C'est toujours mieux d'avoir une photo professionnelle que d'avoir une photo qu'on fait même en selfie. Avoir une tenue professionnelle, bien sûr, on n'est pas sur Facebook, donc il faut utiliser une photo qui a une qualité professionnelle, telle que vous l'utiliseriez sur votre site web ou sur une plaquette commerciale. Montrez votre visage et ne le cachez pas, ni avec des lunettes de soleil, ni avec différents attributs qu'on peut avoir parfois. Et puis, regardez l'objectif en face. C'est toujours mieux que d'avoir une photo de profil. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que d'avoir quelqu'un qui vous regarde de face quand vous rentrez en contact avec lui ou avec elle, c'est toujours plus sympathique que quelqu'un qu'on voit de profil ou qui est en train de regarder autre chose que l'objectif. Et enfin, soyez souriant. C'est toujours de bonne aloi. Il n'y a pas de hasard. Vous voyez que les photos de publicité, c'est toujours des gens qui sont souriants, qui ont l'air d'être épanouis et heureux. Ce n'est pas un hasard si les publicitaires sélectionnent des photos où les gens sourient à pleines dents. C'est bien parce que ça génère plus d'empathie. Le titre professionnel, donc ça, c'est ce qui apparaît en dessous de votre photo. C'est le premier élément qu'on lit avant de cliquer sur votre nom. Et vraiment, ça doit être un slogan publicitaire. C'est-à-dire que ça doit annoncer la promesse de ce que vous allez délivrer comme bénéfice à vos clients. Donc, vous n'avez que 120 caractères pour le faire. Donc, c'est volontairement limité par LinkedIn.
Donc, il ne faut pas s'éparpiller. Moi, je recommande de ne pas utiliser le nom de votre société parce que quand on est indépendant, la plupart du temps, on n'a pas une société qui a une réputation extraordinaire. Donc, dire qu'on est fondateur de telle boîte ou de telle boîte, la plupart du temps, les gens vont s'en moquer. Euh, donc, il faut dire tout de suite ce que vous êtes, votre profil et votre métier. Quand même, c'est important de dire votre métier. Notamment, il y a plein de gens qui disent je suis le fondateur ou le directeur ou le dirigeant de tel cabinet et qui ne vous disent pas ce que c'est son métier vraiment. Donc, il faut vraiment, à mon avis, parler de ce qu'on apporte à nos clients et des bénéfices clients. Et toujours pareil, l'importance des mots-clés, puisqu'il y aura un référencement par LinkedIn de votre site professionnel. Donc, moi, ce que je recommande en format de pitch, le format pitch, c'est je suis, voilà, quelle est ma fonction, j'aide qui sont mes clients, publics de mes compétences, à faire quoi, à remplir quel besoin, c'est-à-dire voilà, pour quel besoin ils viennent me voir, et pourquoi, en vue de remplir quel objectif. Donc vraiment, c'est ça que je recommande d'utiliser comme format de titre professionnel. Voilà, on y reviendra. Je vous montrerai ensuite sur le profil comment ça se met en musique. Ensuite, on a le résumé, qui est la deuxième partie la plus importante de votre profil. Enfin, il y a la troisième partie la plus importante après votre photo et votre titre professionnel, c'est le résumé. Donc, c'est vraiment la pièce maîtresse. Et là, il y a plein de choses à éviter et d'autres choses à vraiment faire. C'est que, c'est vraiment le quatrième, moi ce que je dis, c'est le quatrième coup de couverture de votre autobiographie. Donc, c'est vraiment important de raconter. Vous savez que sur un livre, quand vous allez dans une librairie, ce qui détermine le choix d'achat d'un bouquin, c'est la couverture. Donc, c'est pour ça que le travail sur une couverture, c'est très important. Là, en l'occurrence, ça sera la photo et le titre professionnel. Et ensuite, le deuxième argument qui fait que les gens achètent un bouquin, c'est le quatrième de couverture. Donc là, de la même façon, il faut vraiment insister sur la qualité de votre résumé professionnel. Ouais. Soit vous parlez de bénéfices clients, soit vous racontez une histoire, soit les deux en même temps, c'est l'idéal. Et il ne faut pas être en dessous des 400 caractères. Donc moi, ce que je recommande, c'est entre 400 et 600, 700 caractères, sachant que vous avez le droit, je crois, à 2000 caractères. Mais je trouve, à titre personnel, qu'un résumé professionnel trop long peut être rébarbatif. Et à moins qu'il soit vraiment bien mis en page avec des illustrations et qui raconte une super histoire à laquelle on accroche tout de suite et du coup qui donne envie de lire l'intégralité. Sinon, je trouve que ça peut rapidement être rébarbatif et au contraire refouler les gens qui auront envie de le lire. Voilà, quelques pistes alors ça peut s'appliquer aussi à des gens qui sont dans des emplois salariés, mais pourquoi est-ce qu'on fait appel à vous? Quelles sont les prestations que vous proposez et donc vraiment les bénéfices de votre prestation. Les choses à ne pas faire, racontez votre vie si elle n'a pas d'intérêt direct avec votre métier et les prestations que vous vendez. Parce que ça, on peut avoir une tendance des fois à se raconter un peu et à dire qu'on est passé par là et qu'on a fait telles études et tout ça, mais ça, tout le monde s'en fout, sauf si ça a un intérêt pour dire, même si, enfin, ça a un intérêt bien sûr dans votre métier, les études que vous avez faites, mais en gros, aujourd'hui, pour vous acheter une prestation, on s'en fout de savoir quelles études vous avez faites il y a 20 ans, quoi. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi vous êtes le plus pertinent pour faire ce que vous faites. Et c'est plutôt votre expérience professionnelle qui va corroborer cette pertinence. Évitez de mettre votre CV, voire même de l'attacher comme certains le font, ou de faire un copier-coller de votre CV dans votre résumé, comme font certaines personnes aussi. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Donc je vous recommande vraiment de ne pas faire ça. Voilà. Alors, oui, avant de passer sur la présentation online, quelques notions de base sur les niveaux de connexion, parce que tout le monde n'est pas toujours au clair là-dessus. Il y a vous, on part de vous. Ensuite, il y a votre réseau de niveau 1. C'est des gens avec lesquels vous êtes en contact direct. Vous allez pouvoir leur écrire directement. Il y a le réseau de niveau 2 et il y a le réseau de niveau 3. Le niveau 1, vous pouvez leur écrire des messages directement.
Et chaque niveau peut communiquer entre eux. C'est-à-dire que le niveau 2 peut communiquer avec le niveau 3 et le niveau 1 avec le niveau 2. Mais vous ne pouvez pas communiquer, vous ne pouvez pas sauter un niveau. Donc, vous ne pouvez pas communiquer avec des gens qui sont dans votre réseau de niveau 2 ou de votre réseau de niveau 3. C'est la raison pour laquelle il est important d'avoir un bon réseau de niveau 1, parce que comme vous pouvez le voir, ce sont des cercles concentriques. Donc, si votre réseau de niveau 1 est tout petit, ben, votre réseau de niveau 2 ne le sera pas bien grand non plus, et votre réseau de niveau 3 le sera un peu plus, mais comme c'est des gens auxquels vous ne pourrez pas vous adresser, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment d'augmenter la taille de votre réseau de niveau 1, dépasser au moins les 500, la barre des 500. Vous avez vu que sur les profils sont affichés la taille des réseaux, et en tout cas, on vous dit, cette personne-là, elle a plus de 500 contacts. Arrivez au moins à ce niveau de 500. Après, on s'en fout. À la rigueur, que vous en ayez 500 ou 5000, ce n'est pas très grave. Encore une fois, ça aura une pertinence plus pour vous, pour toucher plus de gens. Mais au moins, vous pourrez afficher un réseau qui est déjà d'une qualité suffisante. Voilà, je vais passer maintenant sur la mise. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon. Je vais peut-être faire un saut parce que je pense que notre voilà. En principe, là, vous devriez voir mon profil LinkedIn. Voilà. Donc, mon profil LinkedIn, comme je vous disais, je vous parlais de la photo, bien sûr, du titre professionnel qui est, non, du nom qui est là. Alors, moi, j'ai utilisé un truc que je ne faisais pas avant. Je l'ai mis récemment parce qu'on m'a dit que ça faisait vraiment la différence avec le moteur de recherche de LinkedIn, de rajouter votre métier ou en tout cas votre prestation dans votre nom. Ce n'est pas dans les règles de LinkedIn, c'est-à-dire que LinkedIn vous dit qu'il faut mettre le prénom et le nom et point barre, mais j'ai entendu récemment que ça pouvait aider à remonter dans les résultats de recherche de LinkedIn. Donc, faites-le et voyez si ça apporte du plus. Ensuite, comme je vous disais, d'avoir un titre professionnel qui annonce clairement la couleur de… Alors, moi, j'ai fait le choix de dire à qui je m'adresse et qu'est-ce que je peux leur apporter. Mais dans certains cas, vous n'allez pas forcément dire qui est votre public cible. Mais enfin, bon, ça peut avoir un intérêt. Et ensuite, une mise en ligne, enfin, un résumé. Donc, c'est ça, hein, les infos qui sont là. Résumé que j'ai essayé de mettre en page de façon un peu plus agréable en y rajoutant des icônes. Alors, il faut savoir que les icônes ne sont pas les emojis, tout ça, ce n'est pas en natif sur LinkedIn. Donc, il faut aller chercher des emojis qui sont compatibles avec LinkedIn. Et ça, c'est un peu sioux parce que tous ne sont pas compatibles avec LinkedIn, mais ça peut permettre d'égayer un peu votre résumé professionnel. Moi, j'ai rajouté récemment mes coordonnées en bas de résumé en me disant je serai comme ça plus facile à toucher pour les gens qui veulent me contacter. Bon, c'est une démarche. Après, on n'est pas obligé de le faire. J'ai rarement reçu des emails ou des coups de fil de gens qui m'ont dit j'ai trouvé votre numéro sur votre profil. Honnêtement, les gens ils vont plutôt vous contacter sur votre profil, essayer d'entrer en contact avec vous. C'est rare qu'ils prennent leur téléphone et qu'ils prennent l'initiative de vous appeler. Ensuite, au niveau des expériences professionnelles, alors là, c'est pareil. Je vous recommande, même si vous travaillez dans une seule boîte, mais que vous avez plusieurs compétences différentes, je vous recommande de mettre au sein de l'expérience, de mettre plusieurs expériences différentes. C'est-à-dire que vous restez chez votre employeur, qui est votre boîte actuelle, et vous rajoutez des expériences comme si vous aviez changé de poste au sein de votre propre boîte. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de faire ressortir des compétences différentes et de les mettre en avant. Donc moi, dans mon cas, j'ai deux compétences principales qui sont la prospection, donc d'agir pour le compte d'autres clients, ou de faire la formation. Et donc, je trouve que c'est intéressant de bien scinder les différentes compétences que vous pouvez avoir, parce que, encore une fois, ça donne de la lisibilité et de la visibilité à votre profil. Voilà, après, vous déroulez vos expériences. Si on descend un petit peu plus bas, on arrive sur les compétences et recommandations. Alors, celles-là, elles n'ont d'utilité, honnêtement, que pour le moteur de recherche LinkedIn. C'est-à-dire que si vous mettez en compétence que vous êtes compétent, alors moi, je n'ai pas mis, parce que j'ai beaucoup de recommandations sur des choses que je faisais avant,
J'ai pas mis ça à jour, mais si vous êtes avocat et que vous êtes spécialisé dans tel domaine, ça peut avoir une utilité de dire que vous êtes vraiment compétent en droit du travail, par exemple. Avocat droit du travail, si vous rajoutez là comme compétence recommandation droit du travail, LinkedIn, quand quelqu'un tapera droit du travail, avocat droit du travail dans le moteur de recherche, bah, vous aurez plus de chances de sortir dans les premiers résultats que dans les derniers. Donc ça, c'est à utiliser en complément du reste. Et enfin, ce que je vous recommande vivement de faire, c'est d'aller solliciter des recommandations personnalisées par des anciens clients ou des contacts commerciaux proches. Comment vous faites ça? Vous allez sur le profil de la personne et donc là, par exemple, j'utilise le profil de quelqu'un d'autre pour me connecter à mon propre profil. Si je voulais demander une recommandation à cette personne, me demander une recommandation, je clique sur le plus qui est tout en haut à côté du message. Alors, ça veut dire que je suis déjà en contact de niveau 1 avec la personne. Hein. Je ne peux pas demander une recommandation à quelqu'un qui n'est pas en contact, qui est en contact de niveau 2 ou de niveau 3 avec moi. Donc, il faut d'abord que je rentre en relation avec cette personne-là et ensuite, je peux la demander en relation. Et donc là, je vais aller sur se faire recommander. Je peux aussi la recommander d'ailleurs, mais je vais aller sur se faire recommander. Et là, je vais adresser, en fait, LinkedIn va adresser un message à cette personne-là. Donc d'abord, je spécifie quel est mon niveau de relation ou quel était mon niveau de relation avec cette personne-là au moment où je demande une recommandation. Et je vais, voilà, dans quelle boîte. Et ensuite, je vais lui faire un petit message personnalisé. Alors, je ne vous recommande pas de faire ça directement. Je vous recommande de prendre les devants, d'appeler la personne au téléphone ou de lui envoyer un petit mail en lui disant est-ce que vous seriez susceptible de me recommander sur LinkedIn. Voilà, c'est toujours mieux parce que si elle reçoit une sollicitation de LinkedIn directement, le taux de conversion va être assez faible, je pense. Donc, je vous recommande vraiment de prendre les devants par un autre moyen que par LinkedIn. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est la base. Je vais passer sur une autre fenêtre, mais pour ça, je vais ressortir de… voilà. Je vais rebasculer sur… tac, tac, je pense que c'est cette fenêtre-là. Ouais, c'est cette fenêtre-là. OK. Donc, excusez-moi. Là, je suis sur mon profil à moi et sur mon compte à moi. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on utilise le moteur de recherche LinkedIn. Donc, il y a deux moteurs de recherche différents. Alors, je vais aussi répondre à la question que vous vous posez peut-être, qui est de l'intérêt d'avoir un compte payant chez LinkedIn. Je vais vous dire que l'intérêt, il est si vous voulez vraiment utiliser de façon active votre compte LinkedIn pour faire la prospection. Si vous restez peu actif sur LinkedIn, ça n'a pas d'intérêt. Alors, pourquoi ça en a un si vous voulez commencer à faire la prospection tel que je vais vous le montrer là maintenant? C'est que si vous n'avez pas un compte payant, vous avez un compte gratuit, vous allez rapidement être bloqué par LinkedIn. C'est-à-dire que si vous commencez à inviter 10, 20, 30 personnes par jour avec votre profil, vous les invitez à se connecter à vous, rapidement LinkedIn va vous bloquer. Va vous dire là, vous avez atteint les limites de votre compte gratuit, veuillez passer en payant. Ensuite se pose la question de quel compte payant utiliser. Est-ce que je prends du compte premium ou est-ce que je prends un compte Sales Navigator, un compte pour les ventes? Moi, je vous recommande de prendre directement Sales Navigator pour plusieurs raisons. Parce que la différence de prix est de l'ordre de 10 euros. Donc, pour 10 euros de plus, vous aurez quand même pas mal d'intérêt, d'avantages. Et je vais vous montrer Sales Navigator. Mais un des avantages, c'est que vous aurez un filtre qui sera beaucoup plus précis parce que vous aurez plus d'arguments de filtres dans le filtre. Et la deuxième raison, c'est que vous allez pouvoir toucher des gens de niveau 3. Alors que dans le filtre, dans le moteur de recherche de base de LinkedIn, vous ne pouvez qu'accéder qu'au niveau 2. Alors, deux moteurs de recherche. Le premier, le plus simple, c'est celui qui se trouve là, qui est dans la fenêtre ce qu'on appelle la fenêtre de recherche de LinkedIn. Vous cliquez à l'intérieur de la fenêtre. Vous ne tapez pas un mot-clé directement parce que je vais vous expliquer, ça ne sera pas assez précis. Donc, vous allez cliquer d'abord dans la fenêtre de recherche et ensuite, vous allez cliquer dans Personne. Là, vous allez arriver sur, le temps que ça charge, sur une première fenêtre, mais ce n'est pas encore là qu'il faut aller. Il faut cliquer
quand ça voudra bien s'afficher, là, je devrais avoir un truc, tous les filtres. Voilà, tous les filtres. Vous avez une rubrique tous les filtres. Donc là, vous cliquez dans tous les filtres. Et là, vous avez accès aux filtres qui vous intéressent. Et comme vous pouvez le voir dans les filtres, alors moi, j'utilise 3 filtres principalement. Un, le filtre du niveau de relation que je veux toucher. Soit je veux écrire à des gens de mon réseau, qui sont déjà dans mon réseau, ce qui est possible parce que des fois, je veux faire un mass mailing où je veux toucher des gens qui sont déjà dans mon réseau. Donc à ce moment-là, je vais cliquer sur réseau niveau 1. Mais si je veux toucher des gens que je ne connais pas encore, donc je veux faire de la vraie prospection commerciale, je vais aller chercher dans mon niveau 2. Ensuite, je vais quand même mettre la région géographique, même si, bon, oui, parce que sinon, on peut avoir des gens qui vont être en dehors de la France, mais encore, alors après, toujours pareil, on peut vouloir chercher des gens en dehors de la France, mais moi, je vais en général utiliser le filtre géographique, sachant que vous pouvez chercher par ville aussi. Hein. Vous pouvez taper Paris. Si vous tapez Paris, région parisienne, et ben voilà, région de Paris. Donc, si vous ne voulez prospecter que sur la région parisienne et pas toucher les gens en province, vous pouvez le faire aussi. Et le troisième champ que j'utilise le plus souvent, enfin tout le temps, c'est le champ titre professionnel. Pourquoi? Parce qu'en général, je vais chercher quelqu'un par sa compétence. Donc, si je veux prospecter des avocats, je vais taper avocat. Si je veux prospecter des DRH, alors des DRH, c'est plus délicat parce que si je veux toucher des DRH, en général, ils vont avoir plusieurs dénominations différentes. Donc, je vais d'abord taper le truc évident qui est DRH. Et puis, je vais rajouter d'autres mots-clés en utilisant ce qu'on appelle les opérateurs booléens. C'est quoi les opérateurs booléens? En fait, il y a 3 mots à connaître. Il y a le mot and, and en anglais, et. Donc, ça veut dire que je veux associer 2 termes. C'est-à-dire que je veux que strictement, il y ait le mot DRH et le mot, je ne sais pas moi, par exemple, recrutement. Bon, c'est pas un très bon exemple parce qu'on ne va pas chercher en général que les 2 mots soient associés. On va plutôt en général chercher quelqu'un qui va être, on va dire, par exemple, DRH or. Donc, or, c'est où. Donc ça veut dire que je veux chercher quelqu'un qui a soit le mot DRH dans son titre professionnel, soit le mot recrutement. Et LinkedIn va m'envoyer les résultats des 2. C'est-à-dire des gens qui ont le mot DRH et des gens qui ont le mot recrutement. Si j'avais mis and, ça voudrait dire que je voulais des gens qui aient à la fois le mot DRH et le mot recrutement, les 2 en même temps dans le profil. Et je vais aussi pouvoir ajouter un 3e mot qui est le mot not, c'est-à-dire non. C'est pour exclure des résultats. Par exemple, je ne veux pas de RRH qui est hiérarchiquement inférieur au DRH. Par exemple, moi, je veux toucher que les DRH. Et je ne veux pas avoir des RRH dans les résultats de recherche. Du coup, je vais mettre not RRH. Et je serai sûr de ne pas avoir de RRH dans mes résultats de recherche. Voilà. Donc, je clique sur chercher et là, il va m'envoyer une page de résultats. Donc, vous voyez qu'il y a de la place, il y a de quoi faire. J'ai 11 000 résultats. De 2e niveau, donc que des gens que je ne connais pas. Et là, ces gens-là, je vais pouvoir les inviter à la main ou ensuite, je vous montrerai une façon d'automatiser tout ça. Mais là, il faut quand même connaître le truc de base qui est que je vais pouvoir cliquer sur se connecter. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de rajouter une petite note. Non pas pour la personnaliser énormément, parce que ça n'a pas d'intérêt statistique, c'est-à-dire que vous écriviez « Bonjour Élodie », en l'occurrence ça s'appelle Élodie, « Bonjour Élodie, j'ai vu que vous êtes DRH dans telle société depuis tant d'années et du coup ça m'intéresserait d'être en relation avec vous ». Ou que vous lui écriviez « Bonjour Élodie, je vous invite à rejoindre mon réseau », vous aurez le même taux de résultat, le même taux de conversion. Donc, ce n'est pas la peine de vous embêter. Bon, même si tout ça, ça peut s'automatiser, je vous montrerai juste après. Là, donc, je vais dire par exemple, bonjour Élodie, je vous invite à rejoindre mon réseau. Tac, je signe et j'envoie. Envoyer l'invitation. Pourquoi est-ce que je vous dis de personnaliser l'invitation? Parce que ce que je viens d'écrire, ce n'est pas bien plus intéressant que ce que écrit LinkedIn en par défaut si j'appuie sur le bouton automatique, là, si j'appuie sur envoyer immédiatement. Maintenant, il va envoyer une invitation standard de LinkedIn.
au niveau des résultats, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, là où ça va changer grand-chose, c'est que la personne, quand elle va accepter mon invitation, elle va se retrouver dans ma messagerie. Alors que si je ne personnalise pas le message d'invitation, elle va se rajouter dans mon réseau. Quand elle va accepter mon invitation, elle va se rajouter dans mon réseau, mais je n'aurai pas le moyen de... il faudra que j'aille dans mon réseau pour savoir qu'elle a accepté mon invitation. Alors que si j'utilise cette méthode-là, par exemple, voilà, ça c'est le cas d'une personne que j'avais invitée. Bon, c'était un peu personnalisé parce que c'était quelqu'un, je l'ai contacté de la part de quelqu'un. Mais voilà, ça a donné ça. Je l'invite, et ensuite, quand elle répond, elle va pas. La plupart du temps, les gens ne vont pas vous répondre en disant bonjour et bienvenue dans mon réseau. Ils vont rien répondre, ils vont juste accepter votre invitation. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est envoyer un deuxième message. Et c'est là où on rentre dans de la prospection. Parce que là, jusque-là, on est dans de l'augmentation de la taille du réseau. Mais pour rentrer dans la prospection commerciale, il faut lui envoyer un deuxième message en lui disant j'ai envie de vous parler de tel sujet. Et là, du coup, il faut mettre au point un message personnalisé. Alors, un peu personnalisé, on va le personnaliser avec des éléments de personnalisation. Mais voilà, par exemple, bon, lui c'est pareil, je l'avais contacté de la part de quelqu'un, mais typiquement, c'était pas quelqu'un qui a répondu à ma sollicitation, à mon invitation. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ensuite, je vais faire un deuxième message dans lequel je vais rentrer dans le détail de pourquoi j'ai pris contact avec cette personne. On va y revenir quand je vous montrerai l'outil d'automatisation, parce que c'est là où je vous montrerai vraiment comment je fais ça. Je vous montre Sales Navigator par différence avec… alors, je vois qu'il y a du… Ah oui, on me pose la question de l'anglais ou du français. Je répondrai aux questions après, mais je reprendrai les questions après. Il y a quelqu'un qui a dit, François, qui a dit le message bienvenue est un peu trop basique. Pourquoi ne pas le personnaliser? On peut le personnaliser, je vous montrerai comment le faire. On peut même automatiser la personnalisation. Mais comme je vous le dis, statistiquement, j'ai fait le test et d'autres gens dont c'est le métier ont fait le test. Vous envoyez 100 invitations hyper personnalisées versus 100 invitations à moitié personnalisées, comme je viens de vous montrer là, vous aurez le même résultat. Donc, vous aurez entre 30, un taux moyen normal d'acceptation, c'est entre 20 et 50%. Quand vous dépassez les 50% d'acceptation, c'est vraiment très bien. Et quand vous êtes en dessous de 20, c'est qu'il y a un truc à corriger. Soit vous avez mal ciblé, soit que votre profil n'est pas assez attrayant. Il y a un truc qui ne marche pas. Mais si vous êtes entre 20 et 50, vous êtes dans des taux normaux. Je vous montre Sales Navigator et pourquoi ça peut être intéressant d'utiliser Sales Navigator. Parce que vous allez pouvoir utiliser des filtres supplémentaires qui sont ici. Voilà, donc ça s'affiche. Filtres supplémentaires qui… alors, vous avez les filtres classiques qui sont le niveau de relation. Et là, vous voyez que je peux taper niveau de 3, alors que je n'avais pas cette option-là dans le moteur de recherche de base de LinkedIn. Sinon, les autres, c'est à peu près la même chose. Et ce qui m'intéresse là, en l'occurrence, souvent, moi j'utilise Sales Navigator souvent pour avoir accès à la taille de l'entreprise. Alors, ce n'est pas une vérité absolue, parce qu'il y a des gens qui sont indépendants et qui vont dire qu'ils sont dans une boîte de 1 à 10 ou de 10 à 50, même des fois, pour grossir un peu leur profil. Mais en tout cas, c'est déjà un indicateur. Si vous ne voulez pas toucher des gens seuls ou qu'au contraire, vous ne voulez pas toucher des boîtes trop grosses, vous pouvez filtrer par la taille de l'entreprise. Et LinkedIn fait notamment un matching avec, ils vont, je crois, sur les bases de Siret et Sirène pour matcher quand les gens ont dit qu'ils appartenaient à telle entreprise. L'entreprise, ensuite, LinkedIn va faire un match du nombre de salariés qu'il y a dans cette boîte. Voilà, donc ça peut avoir un intérêt, de même que vous avez un filtre niveau d'expérience. Si vous voulez toucher que des gens, vous êtes coach par exemple, et vous ne voulez pas toucher des gens en début de carrière, mais plutôt toucher des gens qui ont déjà un peu de bouteille, vous pouvez dire je veux qu'ils aient au moins 10 ans d'expérience. Voilà, donc ça c'est un des filtres supplémentaires qui peut être intéressant. Et une fois que vous allez lancer votre recherche, l'intérêt c'est que, vous allez pouvoir enregistrer votre recherche. Donc si vous, par exemple, vous prospectez plusieurs marchés différents,
vous pouvez avoir un intérêt à créer plusieurs types de recherches. Et l'intérêt, c'est que LinkedIn fera une mise à jour automatique des résultats de la recherche. C'est-à-dire que si vous recherchez à un instant T, vous recherchez aujourd'hui des gens dans cette catégorie-là, dans un mois, il y a peut-être des gens qui vont rentrer dans cette catégorie-là. Vous ne le saurez pas si vous n'utilisez pas Sales Navigator parce que LinkedIn ne va pas vous avertir. Alors que là, en utilisant Sales Navigator, LinkedIn va vous tenir au courant des nouvelles personnes qui sont rentrées dans votre résultat de recherche. Et en plus, ça peut vous permettre d'aller de retaper dans les mêmes résultats de recherche. Et de la même façon, vous pouvez créer des listes de prospects. Et là, ça peut avoir un intérêt pour ensuite retrouver, par exemple, voilà, donc liste de prospects, c'est-à-dire que vous allez taguer des prospects pour dire que vous pouvez vous pouvez ensuite les rentrer en contact avec eux ou ne pas bouger et juste voir. Ah oui, quand même, un truc qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez, quand vous êtes dans des recherches, alors la liste, ça peut avoir un intérêt pour garder une liste de prospects dans la durée. Et les listes les recherches enregistrées, vous allez voir qu'il y a un autre intérêt, c'est que vous pouvez affiner votre prospection en regardant les gens qui ont publié sur LinkedIn récemment. Ça veut dire que vous pourrez rentrer en contact avec ces gens-là en disant « Tiens, j'ai vu que vous avez publié quelque chose, c'est intéressant et je réagis à ça ». C'est une façon un peu plus personnalisée d'entrer en contact avec les personnes que vous voulez toucher. Voilà, donc ça, c'est autant de petits trucs, parce que quand on commence à rentrer dans de la prospection, il faut tester les différentes techniques et puis voir ce qui marche avec les gens que vous voulez toucher. Et enfin, je vais vous montrer l'outil que moi j'utilise pour faire de la prospection automatisée. Ensuite, je répondrai à toutes les questions. Donc là, c'est pareil, je vais devoir rechanger de fenêtre. Hop, si ça veut bien. Tac, tac, tac. Non, c'est pas ça. Ça doit être ça, voilà. OK. Donc là, je vous montre un scénario. Donc, moi, l'outil, je vous donnerai l'adresse ensuite pour aller chercher cet outil-là. C'est un outil que j'utilise sur certains comptes de mes clients, notamment Hervé. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir créer des scénarios de prospection avec différentes actions que vous allez pouvoir mettre dans la prospection. Je vous montre les différents scénarios qu'ils vous proposent pour que vous voyez un peu le panel de ce que vous pouvez faire. Voilà, donc il vous propose un certain nombre de scénarios qui peuvent être, comme par exemple celui-là, ça va être, je visite le profil de la personne, puis le jour d'après, j'invite cette personne-là, et le jour d'après, je lui envoie un message personnalisé. Ou, à contrario, je vais avoir cette personne-là dans ce scénario-là, je vais l'inviter d'abord, ensuite je vais lui envoyer un message avec deux options, et suivant ce qu'elle va faire, je vais lui envoyer soit le message A, soit le message B. Donc ça me permet de tester différents types de messages aussi, ce qu'on appelle de l'A/B testing en web marketing. Ça va me permettre donc de valider ce qui marche le mieux avec ma cible commerciale. Et donc, je vais avoir un ensemble de scénarios que je peux utiliser. Et l'intérêt, c'est qu'après, je vais pouvoir automatiser ma prospection. C'est-à-dire que cet outil-là, je vais le démarrer tous les jours et il va tourner tout seul dans un coin. Bon, là, il nécessite d'avoir une fenêtre ouverte, donc il va falloir que je dédie une session Chrome à cette prospection. Mais l'intérêt, c'est que je n'ai plus à me soucier ni de l'envoi d'invitation, ni de l'envoi des messages de suivi. La seule chose que j'ai à faire, c'est d'aller dans ma messagerie et de regarder les gens qui ont répondu. Donc là, par exemple, je vais dans ma messagerie et je vois les gens qui ont répondu favorablement à mes sollicitations. Donc là, on voit par exemple, je vais vous montrer, que j'ai envoyé un premier message à la personne, donc un message d'invitation très peu personnalisé. Voilà, c'est un message personnalisé comme je vous ai montré. On insère automatiquement le prénom de la personne et ensuite, on lui met un message lambda. Et ensuite, deuxième message où je lui dis, voilà, j'espère que vous allez bien. Bon, voilà, et je fais un message personnalisé où je vais lui dire, voilà pourquoi j'ai pris contact avec vous. Est-ce que ça vous intéresse d'en discuter? Après,
on peut tester différents scénarios. Soit je vais essayer de le déclencher tout de suite en rendez-vous téléphonique, soit je vais essayer de lui envoyer différents 3 ou 4 messages avant de lui proposer un rendez-vous téléphonique. Après, il faut tester différentes choses. Mais l'intérêt d'avoir un outil d'automatisation, c'est que vous n'aurez plus à vous soucier de le faire à la main et d'aller retrouver dans votre messagerie ceux qui ont accepté l'invitation, et puis ceux à qui vous avez envoyé le premier message et à qui il faut envoyer le deuxième message, tout ça, machin, c'est automatisé. Il ne faut pas vous embêter avec des trucs à la main. Ça coûte 40 € par mois si vous êtes en mode mensuel, 26 ou 30 si vous êtes en mode trimestriel ou semestriel. Donc, pour ce prix-là, au prix des prestations que vous vendez, votre temps vaut plus cher que le prix de ce logiciel. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le truc de base pour envoyer des messages. Alors, encore une fois, là, les recommandations sur l'envoi de messages de prospection, c'est ne pas chercher, enfin, essayer de rentrer en contact et de solliciter la personne sur un sujet particulier, qui est le vôtre, bien sûr, mais ne pas lui faire une tartine sur toutes les prestations de services que vous offrez. Là, en l'occurrence, on lui offre une séance gratuite à la personne. On lui dit, voilà, je ne cherche pas à vous vendre un truc, je vous offre une séance gratuite. Là, c'est du travail de coaching vocal. Je vous offre une séance gratuite avec les outils de coaching vocal que j'ai mis au point. Du coup, c'est je vous fais un cadeau. Est-ce que vous voulez en profiter? Je n'essaye pas de vous dire est-ce que vous voulez acheter tout de suite ma prestation? D'abord, je vous offre quelque chose. Voilà. On peut aussi faire du nurturing avec de la publication de contenu en disant j'ai publié un article sur tel sujet, je vous invite à le lire si ça vous intéresse. Voilà. Ça permet de rentrer en contact avec la personne et de petit à petit, ça familiariser avec elle pour ensuite déclencher un rendez-vous téléphonique. Voilà. Donc, c'est dans les grandes lignes ce que je voulais vous dire sur la partie vraiment prospection et comment rentrer en contact avec de nouvelles personnes. Je vous partage les adresses et après je vais répondre aux questions. Tac, tac, je refais un partage d'écran. Tac, voilà. Pour vous montrer 2 choses qui sont… Donc, le lien pour… si ça veut bien passer… Le lien pour aller utiliser l'extension Chrome Prospectine. Voilà, links.gobetween/prospectine. Et puis, le lien vers une formation LinkedIn que j'organise prochainement pour rentrer plus dans le détail et vraiment faire du travail personnalisé, puisque là, l'idée, c'est d'avoir une formation où il n'y a pas beaucoup de gens et où, du coup, on peut vraiment répondre aux questions de chacun et faire le travail ensemble. Voilà. Alors ensuite, maintenant, je vais prendre les questions. Est-ce que les conseils que vous donnez peuvent être aussi appliqués à la page de la société directement? La réponse est non. Enfin, non. Oui, bien sûr, il faut avoir une page entreprise. Ça, c'est vrai que je ne me suis pas étendu là-dessus. Il faut avoir une page entreprise, notamment parce que ça permettra d'afficher le logo de votre entreprise sur votre profil. Donc, si vous n'avez pas de page d'entreprise, vous ne pourrez pas afficher le logo de votre entreprise sur votre profil. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup d'avoir une page d'entreprise. Maintenant, la page d'entreprise ne peut pas être utilisée pour prospecter, parce que vous verrez que vous ne pouvez pas inviter quelqu'un à se connecter à votre profil ou à votre page d'entreprise. Vous pouvez inviter quelqu'un à suivre votre page d'entreprise, mais vous ne pourrez pas rentrer en contact direct avec cette personne et commencer à échanger avec elle et lui envoyer des messages. Cette personne-là ne deviendra pas un contact de niveau 1 pour vous si elle se connecte à votre page d'entreprise. Donc, c'est contre-productif. Qui plus est, si vous publiez du contenu sur votre page d'entreprise, ce contenu sera moins favorisé, sera moins poussé par LinkedIn que du contenu qui est publié sur votre profil personnel. Donc, de la même façon, je ne vous encourage pas à publier du contenu sur votre page entreprise, mais plutôt à le publier sur votre page personnelle. Si vous avez des collaborateurs, collaboratrices ou des partenaires avec lesquels vous travaillez qui sont dans la même entreprise, relayez votre contenu, voire même rediffuser le même contenu sur les différents profils. Faites des copier-coller. Parce que le partage, c'est pareil, n'est pas très favorisé par LinkedIn. C'est-à-dire que si vous repartagez un post de quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez bien, ça ne va pas beaucoup l'aider dans ses vues. Ce qui va l'aider, c'est plus que vous commentiez ou que vous fassiez un like. Donc voilà.
Donc ça, c'est pour répondre à la partie page entreprise. Le support, bien sûr, je vous l'enverrai. Existe-t-il une vraie valeur ajoutée dans la création d'une page dédiée à la marque? Oui, pour la raison que je viens d'évoquer, ça vaut le coup, ne serait-ce que pour pouvoir dire j'ai mon logo sur ma page, sur mon profil. Est-ce que vous pensez que l'utilisation de l'anglais est utile? Ça va dépendre de vos cibles commerciales. Si vous avez, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens voient. Bon, première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire un profil dans plusieurs langues. Donc, vous verrez, c'est une option qui est disponible. En haut à droite, vous pouvez choisir rajouter un profil dans telle langue. Ça n'a un intérêt, bien sûr, que si vous draguez, vous avez des prospects ou des clients qui sont dans une langue différente du français. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que LinkedIn affichera par défaut le profil dans la langue qui est utilisée par la personne pour utiliser LinkedIn. C'est-à-dire, vous savez que quand vous utilisez votre compte LinkedIn, vous dites dans quelle langue vous voulez que tous les menus s'affichent. Bon, eh bien, si vous dites que vous voulez que les menus s'affichent en anglais, vous pouvez le faire. Et ça veut dire que si la personne a un profil en anglais, c'est ce profil en anglais que vous verrez en premier. Vous ne verrez pas son profil en français, même s'il en a un. Vous pourrez basculer sur son profil en français. Mais le profil par défaut que vous verrez, c'est le profil qui est dans la langue que vous utilisez pour pas dans la langue dans laquelle est votre profil à vous, mais le profil, plutôt la langue de l'interface que vous utilisez pour utiliser LinkedIn. J'espère que je suis clair. Voilà. Est-il judicieux d'appeler un contact encore inconnu par son prénom? Alors, oui, attends, j'ai sauté une question qui était sur les manipulations. Par son prénom, ça, c'est une question de feeling. Moi, je considère que sur les réseaux sociaux, la manière moderne, c'est d'adresser les gens, mais c'est un peu à l'américaine. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu réticents à utiliser le prénom. Je trouve que c'est un peu un peu pompeux d'appeler les gens par leur nom de famille. Bonjour monsieur, machin, bonjour madame, machin. Après, c'est à titre personnel, même si je suis plus dans la jeune génération, mais je trouve que, sur les réseaux sociaux, on s'appelle par son prénom. Encore une fois, suivant votre cible commerciale, ça peut ne pas être approprié. Typiquement, si vous voulez vendre à les avocats, ça va être bien de les appeler bonjour maître, parce que si vous l'appelez bonjour prénom, il risque de moins apprécier. Mais encore une fois, c'est une question de sensibilité et de confort que vous avez. Moi, je sais qu'il y a des clients qui me disent, moi, je ne suis pas du tout confortable avec le fait de prospecter en disant bonjour prénom. Donc, à ce moment-là, je dis bonjour tout court, ou bonjour monsieur, ou bonjour madame. Enfin, je ne dis pas bonjour monsieur, madame, parce que ça, je le décommande vraiment assez strictement à mes clients, quoi. On perd un peu de ces manipulations quand on est sur son mobile, oui, puisque sur LinkedIn, sur mobile, on a beaucoup moins d'options dans son menu, dans l'interface de façon générale que sur son ordinateur. Donc, si on veut vraiment utiliser LinkedIn à plein, c'est sur l'ordinateur. Sur le téléphone, c'est vraiment pour envoyer des messages, répondre à des messages et éventuellement faire des posts, si c'est des posts assez simples, avec une photo et un petit texte associé. Si on veut aller vite. Il y a certaines personnes qui sont hyper actives sur LinkedIn, qui font leur post directement à partir de leur téléphone. Est-il préférable d'envoyer le message de prospection suite à l'acceptation de l'invitation ou à l'adresse email renseignée dans les coordonnées? Moi, je recommande d'envoyer le message de suivi sur LinkedIn parce que je considère que, en fait, je pense qu'il faut faire les deux, mais il faut faire d'abord l'un et ensuite l'autre. D'abord, on essaie de contacter la personne sur LinkedIn parce qu'on a plus de chances d'être visible dans sa messagerie LinkedIn que d'être visible dans sa boîte email, parce qu'on est tous submergés d'emails. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est difficile d'être visible par mail. Et la prospection par mail, en plus, c'est un vrai métier. Enfin, la prospection, ce qu'on appelle le cold emailing, l'envoi d'emails à froid, c'est particulier. Donc, autant essayer de connecter d'abord la personne sur LinkedIn et si vraiment elle ne répond pas, de basculer sur l'email. Mais faites d'abord l'un et ensuite l'autre. Je n'ai pas vu comment aller sur Sales Navigator. Pour aller sur Sales Navigator, il faut être abonné à Sales Navigator. C'est-à-dire que cette option-là n'est disponible sur votre profil que si vous avez pris un abonnement à Sales Navigator. Alors là, encore une fois, sachez que vous avez un abonnement gratuit pendant 1 an, tous les ans. Ça se renouvelle. Pendant tous les ans, si vous ne prenez pas l'abonnement payant, LinkedIn va vous proposer un abonnement gratuit pendant 30 jours. Donc, profitez de cette aubaine
pour vous mettre à la prospection. Et ensuite, vous verrez si vous êtes confortable ou pas. Mais pendant 30 jours, vous ne payez rien. Donc, faites-le. Ça s'active assez facilement dans l'interface. Donc, je vais sortir de là et je vais vous montrer. Hop. Tac, je vais vous remontrer sur un profil comment ça se fait. Hop. Donc là, je suis sur le profil de quelqu'un qui n'a pas pris une option payante. Du coup, l'option réactiver premium s'affiche ici. Je clique sur cette option-là. On me propose plusieurs sous-options. D'abord, on me demande pourquoi. Pourquoi je veux faire ça. Là, en l'occurrence, si je veux prospecter, je vais dire ça. Je vais dire que je veux prospecter. Et là, j'ai deux. Alors, on propose 2 abonnements et on ne propose pas le premium par défaut. Donc, je vais dire que je veux voir tous les abonnements possibles. J'ai 2 abonnements. J'ai l'abonnement business ou l'abonnement vente. L'abonnement vente, c'est Sales Navigator. Et l'abonnement business, c'est un abonnement qui ne vous donne pas droit, qui ne vous donne pas accès à Sales Navigator, mais qui vous donne accès à plus de. Vous pouvez envoyer plus d'invitations, on va dire. C'est-à-dire que LinkedIn ne vous bloquera pas aussi rapidement, enfin, vous ne bloquera même pas du tout, si vous êtes en premium. Et de la même façon, vous pourrez aussi voir qui est venu visiter votre profil, qui peut être aussi une option sympathique utilisée pour relancer les gens en disant « Tiens, j'ai vu que vous êtes passé sur mon profil, est-ce que vous voulez qu'on en discute ?» Voilà. Mais moi, ce que je vous recommande, et en particulier pendant votre période de gratuité, c'est de prendre l'option la plus chère, qui est Sales Navigator. Et là, il va vous demander votre carte bleue, mais ne vous inquiétez pas, il vous facturera au bout des 30 jours, mais il vous aura averti, il vous envoie un email une semaine avant vous disant « Attention, votre essai gratuit s'achève dans une semaine. » Voilà. Par contre, il ne vous le dira pas 2 fois. Donc, si vous ne prenez pas les devants pour arrêter votre abonnement, bah, vous serez débité de 70 € en mode mensuel si vous avez pris le mode mensuel. Faites attention aussi, quand vous dites que vous voulez activer votre abonnement, il va vous passer en mode annuel immédiatement. Alors que, donc, au bout des 30 jours, il va vous facturer 600 € d'un seul coup. Donc, passez bien en mode mensuel si vous n'avez pas l'intention de passer tout de suite en mode annuel. Voilà. Donc ça, c'est des petits trucs à savoir, des petits pièges sur lesquels il faut pas dans lesquels il vaut mieux pas tomber. Parce que voilà, quand on s'est fait dépiter de 600 €, c'est moins drôle. Même si je pense qu'on peut toujours demander à LinkedIn de revenir sur le truc si vraiment on n'avait pas l'intention de s'abonner. Mais bon. Voilà. Voilà pour ces navigateurs. Un export format Excel des résultats. Oui et non. Vous pouvez faire un export Excel de vos contacts LinkedIn. Je vais vous montrer comment. Mais les données que LinkedIn vous exporte sont très minimalistes. C'est-à-dire que vous avez le nom, le poste, l'entreprise, mais vous n'avez pas l'email. Avant, on avait l'email. Maintenant, en se couvrant de RGPD, ils ont dit bah non, je ne vous donne plus les emails. Donc, là, si vous voulez récupérer… alors, 2 choses. La première, c'est que vous pouvez faire des exports en utilisant l'outil prospecting que je vous ai montré. Vous pouvez faire un export de tous vos contacts. Ben, là, il ne va pas vous exporter tous vos contacts. Il va vous exporter les contacts que vous aurez démarchés avec le prospecting. Mais une fois que ces gens-là auront accepté l'invitation, vous pourrez exporter leurs données. Donc ça, c'est un intérêt. Un autre outil que je vous indique, bon, c'est un outil de hacker. Hein. Les hackers, c'est des gens qui font des trucs, qui automatisent un maximum et qui… voilà, Phantom Buster, qui permet d'automatiser des choses. Je ne vous en ai pas parlé tout de suite de Phantom Buster. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, c'est Google qui me fait un truc. Excusez-moi. Hop. Il faut d'abord que je passe sous les fourches collines de Google. Voilà. Et là, je vais sur Phantom Buster. Donc, PHANTO, ainsi de suite. Vous voyez ce qui s'affiche. Je vais l'afficher en français. Excusez-moi, ça met du temps à charger parce que quand je suis en mode vidéo, le chargement est vraiment très long. Phantom Buster vous propose ce qu'ils appellent des fantômes, c'est-à-dire des outils d'automatisation qui vont vous permettre d'aller récupérer les coordonnées de tous vos contacts. Il vous permettra aussi de faire la prospection comme je vous ai montré avec Prospecting, mais c'est un peu plus technique, on va dire. On ne peut pas faire des scénarios compliqués
comme on peut le faire dans le prospecting. C'est pour ça que je ne recommande pas 16 Phantom Buster pour faire de la prospection. Mais vous pouvez envoyer des invitations en masse ou vous pouvez envoyer des messages en masse grâce à Phantom Buster. Voilà. Et notamment, vous pouvez récupérer les coordonnées de vos contacts. Voilà, donc tout ça pour répondre à la question, non, on ne peut pas faire un export. Pour faire un export de ces contacts LinkedIn, il faut aller dans Préférences et confidentialité. Je descends ici. Et là, je descends sur comment LinkedIn utilise mes données. Tac. Et là, je descends. Il va me descendre automatiquement. Et là, il va me dire obtenir une copie de vos données. Et je vais lui dire oui. Et là, je vais lui dire, alors il y a plein de données différentes. Soit vous téléchargez tout, mais il y a plein de choses dont vous ne vous servirez pas. Soit vous téléchargez juste mes relations. Vous cliquez sur mes relations, vous cliquez sur demander les archives. Ce n'est pas disponible immédiatement, mais vous recevez un mail dans les 10 minutes vous disant les archives sont disponibles. La recherche par poste n'est pas disponible en version gratuite. Si, elle est disponible. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, quand j'ai fait le Inde et Or, j'étais dans la version gratuite de LinkedIn. Je n'étais pas dans une version payante. Ensuite, Céline, comment LinkedIn apprécie un profil qui ferait des posts en plusieurs langues? Alors ça n'est pas recommandé. Ça n'est pas recommandé du tout. Parce que l'algorithme, voilà le mot que je cherchais, l'algorithme de LinkedIn s'habitue à la publication régulière. Donc, dans les bonnes pratiques de la publication sur LinkedIn, il faut publier régulièrement. Il faut idéalement générer de l'engagement. C'est-à-dire que ce qui va faire que LinkedIn va diffuser votre publication, c'est qu'il y a des gens qui auront soit liké, soit encore mieux commenté votre post dans les heures qui suivent la publication. Pas dans les jours, mais dans les heures. Donc, c'est vraiment une question d'être rapide et donc de susciter, vous le verrez, sur les profils des gens qui ont énormément de vues. C'est en général soit des gens qui font des posts polémiques, comme Michael Aguilar, par exemple, qui est un conférencier. Il poste tout le temps et il poste des trucs polémiques. Tiens, celui-là, il a fait telle bêtise, ou celui-là, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est n'importe quoi, ce truc-là. Bon, ça n'a pas pour but d'éduquer son auditorat, ni de lui parler de ses compétences de conférencier, simplement d'être visible. Et effectivement, il est visible par plusieurs milliers de personnes à chaque fois qu'il fait un post. Mais pourquoi? Parce qu'il a suscité de l'engagement, il a suscité des réactions. On est un peu polémique. Mais pour répondre à la question, est-ce qu'il c'est bien de publier dans plusieurs langues? La réponse, c'est clairement non. Clairement, il ne faut pas publier en plusieurs langues. Ce n'est pas recommandé. Formabiz, non. Formabiz, ce n'est pas le nom de l'application. L'application, elle s'appelle Prospectine. C'était l'autre adresse que j'avais donnée. Mais sinon, vous pouvez chercher sur Google Prospectine, IN à la fin, du coup, qui vous permet de faire la prospection. Quelle est l'utilité d'une page LinkedIn, d'une page entreprise? Comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir afficher votre logo et d'avoir une. Sinon, si vous n'avez pas de page entreprise, l'inconvénient. Alors, j'aimerais vous montrer un profil sur lequel il n'y a pas de page entreprise. Mais je ne sais pas si c'est le cas là. Vous aurez un petit carré gris qui va s'afficher, mais là, je pense que ce n'est pas le cas parce qu'on a dû optimiser son profil. Non, il y a des entreprises. Vous voyez, il y a des logos à chaque expérience professionnelle. Il y a un logo. Bon, bah, ce logo-là, si vous n'avez pas de page d'entreprise qui correspond, il n'y aura pas de logo. Donc, ça fera un truc gris, moche, voilà. Et en plus, ça fait plus sérieux d'avoir sa page entreprise, même quand on est indépendant, ça fait quand même plus sérieux. Voilà. C'est quoi QCP qu'évoquait François? Je ne suis pas sûr, donc je ne répondrai pas à cette question. Existe-t-il un LinkedIn aux USA et en Afrique où j'exerce des activités? LinkedIn, c'est américain, donc c'est sûr que ça existe aux États-Unis, puisque c'est là qu'il y a 30 ou 40% des utilisateurs LinkedIn sont américains. Donc, c'est sûr que oui. Qu'est-ce qui fait qu'on peut toucher des gens dans le monde entier? Il n'y a pas besoin d'aller en Afrique ou d'aller aux États-Unis pour toucher des gens là-bas. Il suffit juste de mettre dans les critères de la recherche des gens qu'on veut trouver, de dire « je veux des gens dans tel pays » et il vous affichera les gens dans tel pays. Donc, si vous mettez « je veux des gens aux États-Unis », basés aux États-Unis, il n'affichera que des résultats de gens qui sont aux États-Unis. Voilà.
Il existe certaines fonctionnalités n'existent qu'en anglais et pas en français. Oui, certainement, parce qu'il y a des fonctionnalités que LinkedIn étant américain, en fait, je ne suis pas absolument à 100% certain. Mais je pense qu'ils testent d'abord les fonctionnalités aux États-Unis. Mais je pense aussi qu'ils testent par géographie. Parce que je sais en tout cas que ça se fait dans d'autres logiciels. Ils testent par géographie parce qu'ils, pour tester différentes fonctionnalités, ils vont voir si les Français réagissent mieux à ça, si les Anglais réagissent mieux à ça ou si les Singapouriens réagissent mieux à ça. Enfin bon, Singapouriens, je ne pense pas parce que c'est un petit pays, donc à mon avis, ils font ça sur des bassins plus larges, mais ils vont tester des gros pays en général pour tester des nouvelles fonctionnalités. Mais oui, c'est un truc américain, donc c'est sûr qu'il y aura certainement plus d'options, d'abord disponibles aux États-Unis avant d'être disponibles en France. Est-ce que j'ai testé Zapier pour automatiser? Oui, Zapier, c'est un incontournable de l'automatisation. Donc, Zapier, c'est un outil qui vous permet de faire parler des applications entre elles. Et très souvent, si vous voulez faire parler, je ne sais pas moi, une Google Sheet avec un outil un CRM, par exemple, vous allez pouvoir le faire avec Zapier, typiquement. Voilà, un truc comme ça. Mais oui, Zapier, ça marche bien. Que penses-tu d'écrire un article ou plus efficace qu'un simple post? Différence entre post et article. Un post, c'est très visible, c'est poussé par LinkedIn. Un article, c'est peu visible. Donc, un article, ça servira à poser votre compétence, à montrer que vous savez, vous pouvez traiter d'une question de fond, mais ça ne servira pas à faire de l'audience. Ne vous attendez pas à avoir des dizaines de milliers de vues sur un article. Attendez-vous à avoir quelques centaines de vues et éventuellement, moi, ce que je vous recommande, vous écrivez un article assez touffu avec 4-5 idées et ensuite, vous reprenez chaque idée dans un post et vous dites, tiens, si vous voulez en savoir plus, allez sur mon article. Voire même, je vous recommande d'envoyer du post vers l'article et de l'article vers votre blog. Mais de ne pas envoyer du post vers votre blog. Pourquoi? Parce que LinkedIn n'aime pas que vous fassiez sortir les utilisateurs de LinkedIn. Donc, si vous faites un post en disant « Allez voir mon article sur mon blog, il est génial », eh bien, LinkedIn va baisser votre diffusion. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de gens qui écrivent un article, un post, et qui disent « Si vous voulez le lien pour vous rendre sur l'article en question qui est sur mon blog, regardez le premier commentaire. » Donc, ça veut dire que vous faites un post. Dans le corps principal du post, vous dites « J'ai écrit un super article sur mon blog. » Le lien se trouve dans le premier commentaire. Et du coup, vous postez votre post et vous auto-commentez en mettant l'adresse de l'article qui renvoie à l'extérieur de LinkedIn. Pourquoi? Encore une fois, parce que LinkedIn, sinon, va vous pénaliser si vous mettez un lien externe à LinkedIn dans un post. Voilà. Voilà, le qui, quand, quoi ou pourquoi, comment, tac, tac, l'ouvrir mon micro, c'est pertinent, de rien, c'est une méthode de conception d'un brief. Combien de publications il faut faire par jour sur LinkedIn? Alors, sur LinkedIn, c'est plutôt par semaine, c'est 2, 3. Mais déjà, si vous en faites 1 ou 2, c'est déjà très bien parce que c'est quand même fastidieux de faire des posts. Alors, les posts, c'est 1300 caractères maximum. Après, il y a une structuration du post idéale, entre guillemets, pour engager votre audience, toujours pareil. Et parce que l'objectif d'un post, c'est que les gens likent ou le commentent, idéalement qu'ils commentent. C'est pour ça que vous verrez que les gens qui font des posts qui ont beaucoup de vues disent j'ai écrit un super livre blanc sur tel sujet, si vous en voulez, mettez un commentaire ci-dessous. Pourquoi? Parce qu'il va du coup récolter plein de commentaires. Bien sûr qu'il va envoyer le livre blanc à la personne, parce c'est ce qu'on appelle un lead magnet, c'est-à-dire c'est une façon d'attirer l'audience à vous, mais du coup ça va générer de l'audience. Voilà. Qu'est-ce que je pense du SEO? Est-ce que le SEO c'est le SEO ou si c'est SEO, ça veut dire Search Engine Optimization, c'est un autre sujet, c'est pas un sujet LinkedIn, c'est un sujet web, Google, je pense que c'est très bien, mais c'est pas le sujet du jour. Peut-on proposer un sondage ou un jeu, par exemple, pour susciter des commentaires? Alors oui, LinkedIn a lancé une application sondage il n'y a pas très longtemps, là, ces derniers jours. Je n'ai personnellement pas de retour là-dessus, donc je ne peux pas vous dire si c'est une bonne idée ou pas une bonne idée. Et à quoi ça sert. Honnêtement, je n'ai pas de retour là-dessus. Vous avez peut-être vu aussi que LinkedIn a lancé une application invitée à un événement.
Donc, typiquement, quand vous faites un webinaire, vous pouvez inviter sur LinkedIn les gens directement depuis votre compte LinkedIn. Ce n'est pas un message envoyé dans votre messagerie, vous créez un événement sur LinkedIn et vous dites « je veux inviter les gens à partir de cet événement ». Et du coup, vous pouvez inviter des gens en masse. Ça, vous pouvez inviter, par exemple, tout votre niveau 1 d'un seul coup, sans avoir à fastidieusement leur envoyer un petit message en disant « tiens, je fais un webinaire, est-ce que vous voulez y venir ?» Donc voilà, donc c'est un outil en plus. Honnêtement, c'est des petits trucs, ça change tout le temps, LinkedIn. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je propose une formation dans laquelle une de mes garanties, enfin de mes propositions, c'est de dire je vous tiendrai au courant après la formation des mises à jour, parce que les mises à jour, il y en a tout le temps. Voilà, tac, tac, l'ordre, c'est moi, très, très bien. Quel outil vous recommandez pour rationaliser l'ensemble des publications réseaux sociaux et Twitter, LinkedIn, etc. Il y a Buffer. Moi, j'utilise un truc qui s'appelle SocialBee. Mais bon, je ne suis pas un très gros enfin, je suis pas un pro du content management sur les réseaux sociaux. Donc, je ne saurais pas vous dire lequel est le plus pertinent. Ouais, là-dessus, j'ai pas. Quelle est la bonne structuration d'un poste? C'est de commencer d'abord par une accroche, que votre première phrase, ça soit un truc comme un titre, un peu comme un titre professionnel, un peu comme un titre d'article de journal, un truc qui accroche. Pourquoi est-ce que la terrible maladie de Johnny Hallyday ou de, je sais pas, oui, les articles, enfin les titres accrocheurs des tabloïds, en gros, c'est ça. Il faut avoir un article, un titre, une première phrase qui est hyper accrocheuse, qui va faire que la personne va cliquer sur voir plus pour lire le reste de votre poste. Donc, c'est ça la bonne recette. Et ensuite, il y a une structuration entre du lien, de la preuve sociale en disant il y a des gens qui ont beaucoup aimé, et puis du contenu, alors soit qui va être polémique, hein, comme le font certains, faire un truc polémique en disant un tel c'est un imbécile d'avoir dit ça, ou enfin, sans être vulgaire, mais voilà, je suis pas du tout d'accord avec ça, ou au contraire, je suis vachement favorable à ça. Un truc un peu polémique, c'est ça qui va générer du trafic et de l'engagement. Quelque chose sur le SSI de LinkedIn, honnêtement, moi, je m'y attarde pas plus que ça sur le SSI. Alors, le SSI, c'est un index que LinkedIn a créé, mais on ne sait pas exactement comment il est fait. Il vous donne des critères en disant est-ce que vous publiez régulièrement, est-ce que votre profil est à jour, est-ce que vous avez beaucoup d'amis dans votre réseau, machin. Et ensuite, vous pouvez monter dans les 60, 70, 80, 90% de SSI. Ouais, honnêtement, moi, je ne m'attache pas à ça. Est-ce qu'il faut inclure une image à ces posts? Là, il y a différentes écoles. Il y a ceux qui vous disent oui, parce que ça va retenir l'attention. Moi, j'aurais tendance à dire oui, mettez votre logo, parce que même si la personne ne lit pas votre post, elle va voir passer votre logo dans son fil d'actualité. Donc, moi, pour mes clients, par exemple, je leur recommande qu'on publie toujours en mettant leur logo. Maintenant, il y a des gens qui vous disent LinkedIn, en termes de publication, va pousser le plus des articles, enfin des posts qui sont en texte pur, sans image, sans vidéo. Il y a une époque où LinkedIn a beaucoup favorisé les vidéos, parce qu'ils voulaient que les gens publient beaucoup de vidéos. Donc, ils ont favorisé ça. Maintenant, apparemment, ça n'est plus le cas. Mais enfin, l'algorithme n'arrête pas de changer. Donc, en gros, faites du contenu intéressant, voire du contenu polémique si vous voulez avoir de l'audience et de l'engagement. Est-ce important de taguer des pages ou des personnes dans des publications? Si oui, j'ai l'impression qu'il est difficile de le faire pour plusieurs pages dans une même publication. Alors, taguer, je ne suis pas sûr ce que tu entends par taguer, mais si c'est commenter ou liker, c'est une bonne idée pour se donner de la visibilité. C'est-à-dire que si vous voulez vous faire voir, y compris dans le réseau de vos concurrents, parce que rien ne vous interdit d'aller commenter le post d'un concurrent, sans forcément, bien sûr, faire de la pub en disant je suis d'accord et d'ailleurs, je fais des services, je propose des services tels que mon concurrent. Mais si vous faites un commentaire intelligent sur le post de votre concurrent, il y a des gens qui vont le remarquer, qui vont dire ah bah tiens, ça c'est une info intéressante que je n'avais pas, ou voilà. Et du coup, vous allez peut-être attirer à vous des gens qui vont venir ensuite sur votre profil et qui vont dire tiens, cette personne-là, elle est compétente aussi. Voilà. Donc réagir à des posts ou pas à des articles, mais plutôt à des posts d'autres personnes, je vous le recommande. C'est un bon moyen de générer de la visibilité. Merci. Comment
comment se fait-on choisir pour la rédaction? Alors là, je n'ai pas eu le temps de voir, j'ai oublié de vous quitter. Méconnaissant, tac, 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 très bien. Comment se fait-on choisir par la rédaction de LinkedIn pour ses posts? C'est un ensemble de choses. Comme je vous disais, LinkedIn, la première chose, vous publiez votre post. LinkedIn, l'algorithme va tester votre post sur une petite partie de votre audience. J'ai lu des choses qui disent 10, 20% de votre audience. Donc, mettons que vous avez 1000 personnes dans votre réseau. Il y a 100 ou 200, voire peut-être 300 personnes dans le fil d'actualité qui vont voir passer, qui vont le voir. C'est pas sûr qu'ils le voient, mais en tout cas, ça va être affiché dans leur fil d'actualité. Si parmi ce petit échantillon, il y en a beaucoup qui réagissent et qui disent ouais, c'est génial ton post, ouais, moi je suis pas d'accord, ou oui, moi je suis d'accord, ou ouais, moi je like, LinkedIn va augmenter la taille de la diffusion, va diffuser à une audience un petit peu plus large. Et à chaque fois qu'il va augmenter l'audience, il va voir s'il y a de l'engagement. Et si l'engagement continue, il va continuer d'augmenter le cercle, la taille du cercle. Si par contre l'engagement diminue, petit à petit, même s'il a augmenté le cercle à un moment donné, il va le resserrer petit à petit. Ce qui veut dire que votre poste, il faut qu'il génère de l'audience rapidement et de façon continue. Enfin, de l'audience, de l'engagement plus que de l'audience. Puisque l'audience, c'est LinkedIn qui la détermine. Donc, l'engagement, il faut qu'il soit continu. Donc, il faut… voilà. Après, c'est sûr que LinkedIn a tendance à favoriser des gens qui publient régulièrement. Des gens qui ont un profil complet, comme je vous disais, qui ont un statut star. Donc, le SSI, je pense, influe aussi sur la diffusion que va faire LinkedIn du post. Mais voilà. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est par cercle concentrique. Donc, il va commencer par un petit cercle et il va augmenter petit à petit la taille du cercle. Et à contrario, il va la diminuer quand il va voir qu'il n'y a plus de réaction. Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions que j'ai vues passer sur le chat. Peut-on exclure des personnes? Oui. Pour qu'ils ne reçoivent pas les posts, en fait, il faut les sortir de votre réseau. Donc, on ne peut pas faire en sorte qu'une personne ne voit pas le post si elle est dans votre réseau. Par contre, on peut très bien aller sur le profil d'une personne et dire « je veux sortir cette personne-là de mon réseau ». Par exemple, si je vais sur mon propre… là, je suis sur son profil. Je vais revenir en arrière, je vais vous montrer où c'est. Mais quelque part, vous avez, là où je vous ai montré qu'on peut demander une recommandation, vous pouvez cliquer, il y a un petit bouton qui vous dit je veux sortir cette personne-là de mon réseau. Voilà, excusez-moi, c'est un peu lent parce que la connexion n'est pas super. Enfin, quand je suis en visio, la connexion est lente. Voilà, si je vais là, je vous montre comment on sort quelqu'un de son réseau. Là, je clique sur plus. Hop, et je dis, excusez-moi, il y a un truc qui est retirer la relation. Voilà, je fais retirer la relation et du coup, je vais… voilà. Ou je peux aussi signaler ou bloquer la personne si elle me harcèle sur LinkedIn. Ça, d'ailleurs, dans la messagerie, vous verrez aussi qu'on peut signaler un message comme étant un spam. Donc, s'il y a des gens qui vous harcèlent sur LinkedIn, n'hésitez pas à les signaler auprès de LinkedIn, notamment les femmes. Je sais que ça arrive parfois, j'ai entendu des femmes me dire il y a des mecs qui me draguent sur LinkedIn, ça je veux bien le croire. Donc, ces personnes-là, n'hésitez pas à les signaler, parce que LinkedIn est très soucieux de la qualité de son réseau. C'est ce qu'ils vendent. Ils vendent un réseau hyper qualitatif. Donc, ils sont encore plus touchy que Facebook, par exemple. Parce que LinkedIn, ça vit grâce aux abonnements. Vous avez des abonnements pour les vendeurs, donc le Sales Navigator que je vous ai montré. Ils le vendent pour les équipes commerciales aussi. Et puis, la deuxième grande clientèle de LinkedIn, ce sont les recruteurs. Donc, tous les cabinets de chasse aujourd'hui utilisent LinkedIn pour chasser des profils. Donc, ils ne veulent pas que ça soit perturbé ou que ce soit pourri, que le réseau soit pourri par des gens qui harcèlent ou qui mettent n'importe quoi ou qui publient n'importe quoi. De la même façon, dans vos publications, soyez professionnels. Ne parlez pas de vos vacances parce que LinkedIn, il n'aime pas trop ça non plus.
Donc, voilà, essayez de parler de sujets plutôt professionnels. Et puis même pour votre image, de toute façon, ça sera mieux. Gardez vos sujets vacances pour votre profil Facebook. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il est 15h24, on a un peu dépassé l'horaire prévu. N'hésitez pas, vous avez mon nom, vous avez mon profil, il y a mes coordonnées sur mon profil, demandez-moi en contact, téléphonez-moi, il y a mon numéro qui s'affiche, envoyez-moi un email, il y a mon email, il y a tout ce qu'il faut pour me contacter. Donc, ce n'est pas la peine que je vous rappelle mes coordonnées. Voilà. Et puis, au plaisir de vous retrouver au sein d'Optime Réseau un de ces jours. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée.